Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te partager l'outil que j'utilise personnellement pour mes investissements dans le cadre de mes visites et de mes préqualifications de biens. Je vais te montrer comment ce document peut te permettre d'évincer les biens par effet d'entonnoir afin de ne garder que la crème de la crème, d'éviter de perdre du temps à faire des recherches inutiles, d'éviter de perdre du temps au téléphone avec les vendeurs, avec les agents IMO et surtout éviter de perdre du temps en visite. Et comment ce document peut te permettre d'économiser des dizaines, voire des centaines d'heures inutiles. Il faut bien comprendre qu'avant tout appel, il va te falloir récolter des informations que tu vas trouver sur les sites d'annonces, dans les annonces, et qui vont te permettre, dans un premier temps, de filtrer les biens. On va commencer en haut de l'entonnoir, et petit à petit, on va descendre jusqu'à ne garder peut-être que 2, 3, 4, peut-être jusqu'à une dizaine de biens, grand maximum, mais être sûr qu'avant le moindre appel passé, il n'y ait pas un élément bloquant, il n'y a pas un point ou un facteur déterminant qui soit déjà visible dans le texte de l'annonce, dans les photos, et qui te fasse te dire, ok, là on n'y va pas parce que je vais perdre mon temps, que c'est absolument pas ce que je recherche. Donc, le but, ça bien compris, c'est de filtrer les biens qui ne sont pas en cohérence avec ta stratégie, et c'est surtout de ne pas perdre de temps, parce que ton temps est précieux, et si tu veux ne pas avoir de charge mentale, si tu veux ne pas t'épuiser à commencer l'immobilier, si tu veux pouvoir faire tes opérations sereinement, n'oublie pas que ton temps est précieux, celui des agents immobiliers est précieux, celui des vendeurs est précieux, celui de tout le monde est précieux, personne ne veut perdre de temps, on veut vraiment optimiser la chose au mieux. Donc, vous avez votre fiche de synthèse, vous avez les premières informations récoltées, notez tout ce que vous pouvez dans l'annonce, et ensuite tous les éléments bloquants, tous les éléments manquants. Si ça passe déjà cette première étape, vous pourrez les demander aux vendeurs ou à l'agent immobilier au téléphone et éviter de leur faire perdre leur temps encore une fois, poser des questions pertinentes qui sont en adéquation avec cette stratégie, poser des questions vraiment utiles, vraiment nécessaires et qui vont être déterminantes pour vous pour savoir si l'opération est une opération sur laquelle vous pourriez vous positionner ou non. Donc dans un premier temps, vous avez les informations générales du bien, l'adresse exacte. Alors, il faut que vous compreniez que les agents IMO sont tenus au secret professionnel et les agents IMO qui font bien leur travail, qui font sérieusement, ce qui n'est pas le cas de tous malheureusement, ne sont pas forcément tenus de vous donner l'adresse dans un premier temps. Alors c'est sûr que ça peut être un facteur extrêmement bloquant parce que sans l'adresse précise, si vous avez seulement le quartier ou même seulement la ville comme point de départ, ça peut être un peu compliqué parfois de savoir si, si c'est un bon secteur, si c'est une bonne rue pour vous. Maintenant, vous avez plusieurs éléments qui vont vous permettre de trouver l'adresse du bien par vous-même. Déjà, vous pouvez tout simplement la demander poliment au téléphone ou par message, mais privilégiez quand même l'appel téléphonique, c'est beaucoup plus sérieux. Vous pouvez tout à fait le demander dans un premier temps. Si vous voyez que l'agent IMO ou le vendeur est réticent à vous donner l'adresse, bah écoutez, n'hésitez pas à justifier de pourquoi vous en avez besoin absolument. Dans la plupart des cas, ils vont vous faire signer un bon de visite pour pouvoir vous donner l'adresse de façon sécuritaire. Et c'est vrai que pour la première fois, moi, en plusieurs centaines de visites, il y a un agent immobilier qui, lors de la visite, m'a demandé d'amener ma pièce d'identité. Et normalement, ils sont tous tenus de le faire, mais il y en a peut-être 1% qui le fait. C'est pour ça que c'était la première fois que ça m'arrivait. Je trouvais ça assez marrant parce que je ne m'attendais pas à tomber sur quelqu'un qui le fasse un jour. Ça faisait un peu contrôle de police, quoi. Mais voilà, en tout cas, à partir des photos du bien, vous pouvez regarder éventuellement si vous connaissez bien le secteur, si vous avez bien étudié votre marché au préalable, si vous connaissez au moins le quartier. Ça, l'agent IMO peut vous le dire sans problème généralement. Vous allez pouvoir voir s'il y a tel ou tel commerce à côté, si vous voyez telle ou telle montagne derrière, si tel arrière-plan vous reconnaissez un peu, n'hésitez pas à aller sur Google Maps, à chercher, un peu à jouer à GeoGuessr, entre guillemets, mais ça peut vraiment vous faire gagner un temps précieux si vous connaissez d'ores et déjà l'adresse exacte du bien et si vous savez que c'est un bon quartier, une bonne rue, une bonne zone pour investir dans la ville que vous aurez ciblée au préalable. Une fois que vous avez cette information, écoutez, notez toutes les informations assez génériques sur le bien, le type de bien. Est-ce que vous aurez plutôt visé en amont un T2, T3? Est-ce que vous aurez visé un T4, T5 dans le cadre d'une colocation ou dans le cadre d'une division? Si vous voulez faire de l'immeuble de rapport avec plusieurs appartements ou de l'usage mixte, commercial, habitation. Est-ce que vous voulez faire une maison aussi? Les maisons se prêtent très bien aux divisions ou aux colocations notamment. Notez bien la surface en loi carrée, c'est-à-dire la surface officielle du bien, très important parce que si vous avez
et c'est souvent le cas sur les sites d'annonces, si vous avez une surface approximative, malheureusement, vous allez en payer le prix sur la valorisation de votre bien, parce qu'à la revente, si on vous annonce un bien qui fait 50 mètres carrés, que finalement vous n'en avez que 45 dans une zone de 5 000 € du mètre, et ben vous perdez 25 000 € de plus-value potentielle. Et c'est un coût d'opportunité énorme et une perte de gain énorme. Donc faites bien attention à ça, vérifiez bien ça lors de l'annonce. Demandez les diagnostics techniques avec généralement le loi Carrez qui est renseigné, qui vont permettre de valider si oui ou non le bien fait telle ou telle surface. Ensuite, là, toutes les informations assez classiques, demandez à quel étage se trouve le bien, si c'est pas déjà spécifié dans l'annonce, combien il y a d'étages dans l'immeuble, est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce que c'est plutôt un immeuble de standing, est-ce qu'il y a des places de stationnement également, c'est un facteur très important parce que si vous vous trouvez en centre-ville, généralement les places de stationnement vont être très prisées, vont être très rares, et ça peut augmenter énormément la valorisation de votre bien, ou alors est-ce qu'au contraire, voilà, votre bien est plutôt dans une ville périphérique, peut-être même en campagne, et vous allez trouver des places de stationnement plus facilement, qui vont être beaucoup moins valorisées parce que finalement il y a un peu de place partout. Et est-ce que c'est acceptable que la personne ait ou non une place, rentre chez elle en transport en commun ou puisse se garer, voilà. Enfin, bien sûr, le prix affiché qui sera systématiquement affiché. Alors je dis systématiquement, mais c'est pas encore arrivé. Je le vois encore certaines fois, des biens à 1 € sur des sites d'annonces comme Le Bon Coin par exemple, où les vendeurs vont simplement attendre qu'on vienne vers eux pour pouvoir négocier, ils vont pas parler de leur prix. Ça, je vous le dis, dans 95% des cas, c'est une perte de temps, n'y allez pas. Commencez pas à négocier avec un vendeur en direct. Vous pouvez y aller, vous pouvez tâtonner un peu, mais généralement, ça va pas vous mener bien loin et vous allez plus perdre votre temps qu'autre chose. Enfin, facteur très important, est-ce que le bien est loué ou non? Ça vous permet de savoir si les locataires en place sont déjà des bons locataires. Est-ce que les loyers qu'ils payent peuvent vous offrir déjà un bon rendement au prix auquel c'est proposé? Et puis, à quelle date ils vont partir? Est-ce que vous avez besoin de les mettre dehors c'est-à-dire de leur donner une indemnité d'éviction, leur donner de l'argent en contrepartie de leur départ, pour pouvoir éventuellement faire des travaux, retrouver des locataires de qualité, qui ne font pas défaut de paiement et qui prennent surtout soin de votre logement. Si jamais vous voyez que ça commence à être flou, à partir un peu dans toutes les directions au téléphone, coupez court à la discussion, ne perdez pas de temps. Si vous voyez qu'on essaie de vous mener en bateau, qu'on essaie de vous cacher des choses, de ne pas vous répondre sur des points assez basiques, voilà, interrompez l'appel immédiatement et passez au bien suivant des biens. Il y en a 10, il y en a 100, il y en a 1000 de disponibles, vous n'aurez aucun mal à en retrouver. Et voilà, à créer une opportunité sur un autre bien derrière. Voilà, pas de perte de temps. Et on passe à la suite. Deuxième point, également capital, l'historique et le contexte de vente. Demandez si ce n'est pas renseigné. Alors vous pouvez le voir grâce à plusieurs outils. Un outil que je te dis qui s'appelle Castorus, qui vous permet de voir depuis combien de temps le bien est en vente en ligne et quelles ont été les différentes baisses de prix. À quoi ça va vous servir de faire ça? Ça va vous servir à négocier le prix et surtout à justifier, à savoir comment justifier votre négociation. Si par exemple le bien est en vente depuis 1 ou 2 mois, vous savez que vous n'allez pas avoir un pouvoir énorme de négociation parce que ça fait très peu de temps qu'il est en vente et le vendeur n'est pas forcément dans l'urgence de le vendre. Si au contraire vous voyez que le bien, ça fait déjà plusieurs mois qu'il apparaît, qu'il réapparaît à chaque fois que vous faites vos recherches, vous faites votre prospection en ligne, si vous voyez qu'il n'a toujours pas été vendu, et bien là il va y avoir matière à creuser, matière à essayer de comprendre pourquoi le bien ne se vend pas. Peut-être qu'il est trop cher, peut-être qu'il y a trop de travaux, peut-être que c'est dans un secteur qui n'est pas prisé justement. En tout cas, voilà, allez chercher l'information depuis combien de temps que le bien est en vente. Et ça vous permet ensuite par derrière de savoir si vous pouvez négocier et jusqu'à combien vous pouvez négocier. Voilà, n'hésitez pas à poser un maximum de questions à l'agent immobilier ou au vendeur pour en savoir plus. Est-ce que des offres ont déjà été reçues sur le bien? À quel montant? Alors, certains agents immobiliers refuseront de vous donner le montant, d'autres oui, mais si vous sympathisez bien, si vous êtes socialement intelligent, vous n'aurez aucun mal à obtenir ce genre d'informations. Essayez de comprendre si les offres ont été refusées, pourquoi elles ont été refusées, et éventuellement s'il y a des négociations en cours, voilà, à quel montant le vendeur est prêt à fixer son prix à la baisse. Autres facteurs qui vous permettent de déterminer si oui ou non il y a urgence à vendre et s'il y a possibilité de négocier fort, c'est la raison de la vente. Cherchez à comprendre le motif de la vente. Pourquoi est-ce que la personne veut vendre en face? Est-ce que c'est un divorce?
Et dans ce cas-là, vous pensez que, voilà, est-ce que vous pensez que des gens qui divorcent vont vouloir encore vivre ensemble dans la même maison, le même appartement, parce que tout se passe bien entre eux? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, ils vont vouloir vendre vite parce qu'ils peuvent plus se blairer, ils n'ont pas que ça à faire de continuer à payer des charges ensemble, payer la taxe foncière, etc. Donc évidemment, c'est la seconde option qui est la bonne. Si des gens divorcent, s'ils veulent vendre le bien rapidement, pouvoir chacun vivre chez eux, forcément, ils vont plus facilement être aptes à accepter un prix inférieur parce qu'ils vont vouloir vite s'en débarrasser. Ça peut être la même chose dans le cadre de succession, dans le cadre de mutation, si quelqu'un doit aller travailler ailleurs, dans une autre zone géographique, un autre secteur, il va vouloir vendre rapidement pour pouvoir emménager le plus vite possible et être à l'aise et plus dépendre de leur ancien bien et plus avoir de charges à payer là-dessus. Faites attention également, parfois, les gens peuvent avoir un lien affectif assez fort avec leurs biens, souvent quand ce sont des biens familiaux, donc n'allez pas non plus trop creuser le sujet, mais voilà, voyez, ayez une vision globale de la chose, pourquoi le bien se vend, depuis combien de temps il est en vente, et voilà, s'il y a des offres, si elles ont accepté ou non, et pourquoi. Donc là, je l'ai remis, voilà, est-ce que le bien est déjà loué ou non? Ça, c'est juste histoire de le réancrer, de bien l'avoir noté, que vous n'ayez pas de surprise en arrivant lors des visites. Si c'était déjà loué au préalable, écoutez, n'hésitez pas à prendre en compte toutes les informations, les loyers, le montant des loyers, voir si ça correspond ou non au secteur, voir si vous ne pouvez pas l'améliorer par la suite, augmenter les loyers et gagner en rendement. Le type de location qui est pratiqué, est-ce que c'est de la location nue, est-ce que c'est de la location meublée? Encore une fois, ça va vous permettre de vous positionner en termes de prix, parce que forcément un logement meublé sera beaucoup plus qualitatif qu'un logement nu, surtout si vous faites une décoration de qualité, si vous faites un ameublement de qualité avec du goût. Et puis surtout, voilà, est-ce qu'il y a déjà eu de la vacance locative? Est-ce qu'il y a déjà eu des dégradations sur le bien? Est-ce que c'est un secteur qui fonctionne bien, etc. N'hésitez pas à poser tout ce genre de questions. Et si c'est pas loué, si ça n'a jamais été loué, écoutez, projetez vous-même les loyers en fonction de votre analyse secteur, votre analyse de marché. Et puis, projetez les loyers totaux qui vont vous permettre de fixer en amont le rendement et la faisabilité financière finalement de votre opération. Autre point très important à regarder, bien entendu, tout ce qui est charges. Quand vous allez faire votre synthèse financière pour savoir si oui ou non c'est un investissement qui peut correspondre à vos attentes, n'hésitez pas à récolter un maximum d'informations concernant les charges. En priorité, allez viser la taxe foncière, les charges de copropriété également. Donc demandez s'il s'agit d'une grosse copropriété, ça je vous conseille tout de suite de l'éviter parce que ça peut poser beaucoup de problèmes. Alors tout dépend encore une fois de votre stratégie et de votre vision des choses, mais généralement les grosses copropriétés, on va vous interdire pas mal de choses, vous allez payer beaucoup plus cher. Pareil dans les propriétés de copro de haut standing, avec conciergerie, avec ascenseur, avec ménage qui est effectué tous les jours, vous allez avoir des charges qui peuvent parfois dépasser 1000, 2000 euros à l'année, et ça peut fortement impacter votre rendement, votre rentabilité à la fin. Donc faites attention à ça. Éventuellement, demandez les charges courantes, ça peut vous permettre d'avoir un aperçu de ce que vos locataires vont payer en termes d'électricité, de gaz, pourquoi pas, de consommation d'eau, etc. Et puis voilà, encore une fois, vous voyez si c'est un syndic professionnel ou bénévole. Généralement, s'il n'y a que quelques lots, ça va être un syndic bénévole et vous allez avoir beaucoup moins payé parce que chacun va se concerter, vous allez vous concerter entre vous, entre copropriétaires pour pouvoir prendre des décisions sur l'immeuble. Si c'est des grosses copros, des syndics professionnels, écoutez, faites attention aux charges et faites attention à ce qui est interdit ou non, ce qui est autorisé ou non dans le règlement. Ensuite, prenez un max d'informations sur les photos et dans l'annonce et au téléphone également sur les travaux à effectuer. Est-ce que c'est un bien qui nécessite aucun travaux? Est-ce qu'il y a besoin de rafraîchissement? Si oui, où? Est-ce que c'est uniquement dans les communs? Est-ce que l'appartement, peut-être plusieurs appartements, si vous en visitez ou si vous en visitez plusieurs, sont tous à rénover ou en partie, ou certains oui, d'autres non? Est-ce que c'est un rafraîchissement seulement ou est-ce que c'est une rénovation plutôt lourde? Voilà, prenez un max d'informations sur les travaux, ça vous permet d'avoir une base chiffrable. Et encore une fois, ça rentre dans votre synthèse financière pour savoir si oui ou non, en termes de coûts de travaux, je ne sais pas si vous avez 60 000 euros de travaux, le bien vaut 100 000, vous avez un budget de 150 000 max, forcément vous allez devoir faire soit trouver par X ou Y moyen à baisser le coût de travaux, soit faire une négociation pour pouvoir rentrer dans votre budget. Donc c'est un point très important à voir. De toute manière,
En visite, c'est là que vous allez valider tous les points. Essayez de viser des biens, moi c'est ma stratégie en tout cas, essayez de viser des biens au maximum avec enfin, des biens qui sont des passoires thermiques. On est entré depuis quelques années dans l'ère du DPE, donc améliorer vos logements de manière énergétique, ça vous permet de gagner énormément de points de rentabilité. Ça vous permet également de comprendre les enjeux financiers, fiscaux, énergétiques actuels. Donc essayez de viser des biens comme ça dans lesquels vous allez pouvoir faire des travaux de rénovation. On verra ça par la suite, ça permet plein de choses également. Donc vérifiez bien également, je reviens un peu vite fait sur la copro, s'il n'y a pas des travaux qui sont prévus en amont, des travaux par exemple si vous avez une réfection de toiture de prévu qui a été votée, et si vous finalement vous faites l'acquisition du bien et que vous détenez 30% des tantièmes, c'est-à-dire que 30% des charges sont pour vous, si vous avez 30 000 euros de toiture à refaire, eh ben, vous n'avez peut-être pas prévu que vous allez avoir 9-10 000 euros de toiture à payer, et ça peut totalement ruiner la faisabilité financière de votre opération, vous faire sortir de l'argent pour rien. Une fois que voilà, vous avez un peu validé tous ces points-là, dans l'annonce, dans la description, sur les photos, avec la personne en charge de la vente au téléphone, et ben validez si oui ou non le bien est en cohérence stratégique avec les critères que vous avez définis au préalable. Regardez si la rentabilité est acceptable ou non. Et enfin, prenez une décision avant visite. Est-ce que oui, vous allez le visiter? Est-ce que oui, mais il vous reste encore quelques points à éclaircir? Et notez ces points, notez vos questions en amont, les questions les plus importantes qui vous viennent à l'esprit, on verra ça un peu à la fin. Et si ça ne correspond pas, eh bien, écoutez, ne perdez pas de temps, passez au bien suivant et vous refaites exactement le même processus jusqu'à temps d'en trouver quelques-uns qui correspondent à vos attentes. Une fois que vous avez fait tout ça, vous passez donc à la visite sur place. Donc le but vraiment principal de la visite, c'est de s'assurer de la faisabilité, surtout technique, financière un peu, mais surtout technique, de l'opération, en validant par vous-même, de vos yeux vus, tous les points que vous auriez vus en amont et tous les éléments sur lesquels vous auriez aimé avoir un peu plus d'informations. Si vous avez tout d'abord sélectionné un quartier précis, vous n'aviez peut-être pas l'adresse en amont, comme je vous l'avais dit, mais l'agent immobilier vous l'a donné finalement, parce que forcément il est obligé de vous donner une adresse de rendez-vous. Si vous vous rendez compte finalement que l'adresse est dans un secteur, voilà, vous connaissez la rue, finalement vous connaissez le secteur, en fait c'est absolument pas là où vous voulez investir, parce que pour X ou Y raison, voilà, je sais pas, c'est un quartier un peu craignos finalement, ou alors il y a beaucoup de mise en sonore parce que c'est une rue très commerçante, ou alors il y a des grosses boîtes de nuit le soir qui balancent de la grosse musique, et forcément c'est pas ça que vous voulez pour vos locataires. Mais écoutez, tout simplement, encore une fois, ne perdez pas de temps, coupez court. Moi ça m'est déjà arrivé qu'on me présente un bien à telle ou telle adresse, ça m'est encore arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours, où j'ai dû renvoyer un message en disant écoutez, voilà, ça va pas être possible. L'agent immo ne m'avait pas fourni l'adresse en amont parce que le bien n'était pas encore commercialisé. J'ai vu là où se trouvait le bien, j'ai vu également l'état du bien, il y avait beaucoup trop de travaux, c'était affiché un prix beaucoup trop cher, et donc tout simplement j'ai dit que j'annulais le rendez-vous et que ça ne servait à rien d'y aller, et j'ai économisé comme ça plusieurs heures de temps. Donc voilà, validez quand même si c'est un bon quartier, si c'est un quartier plutôt correct, mais encore une fois, privilégiez l'emplacement. C'est la règle numéro 1 dans l'immobilier, c'est l'emplacement. La règle numéro 2, c'est l'emplacement. La règle numéro 3, c'est l'emplacement. Une fois que vous avez compris ça, vous diminuez drastiquement le risque de faire des erreurs quant à la faisabilité de votre opération et à la pérennité de votre opération surtout. Donc validez également voilà, tous les points, toutes les commodités, les accès, les services, les transports en commun. Est-ce que le stationnement est facile ou non? Est-ce qu'il y a des nuisances? Voilà, est-ce qu'il y a des magasins bruyants au rez-de-chaussée en journée? Est-ce qu'il y a des bars le soir qui ferment tard et qui vont pouvoir également voilà, impacter la locativité, enfin le bon déroulement de vos locations? Alors forcément, si vous voulez par exemple, je sais pas, des étudiants ou à des jeunes actifs, bon, peut-être qu'ils vont être moins dérangés par le bruit que par des gens qui ont déjà 35-45 ans, qui sont bien implantés, avec une famille, avec des enfants en bas âge. Voilà, encore une fois, il faut que le secteur corresponde à votre cible et à vos objectifs. Vérifiez lorsque vous arrivez, ayez un regard critique sur ce que vous voyez, sur l'état du bâtiment, sur l'état de la façade. Regardez qu'il n'y ait pas des lézardes, qu'il n'y ait pas des fissures. Regardez également
l'état de la toiture, regardez ce qu'il y a à surveiller. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions à l'agent IMO pour en savoir le plus possible. Et une fois que vous avez validé tout ça de l'extérieur, voilà, posez-vous sereinement. N'hésitez surtout pas, mais vraiment surtout pas, à mettre fin à la visite. Si vous voyez qu'il y a un gros défaut structurel ou technique, dites écoutez, voilà, moi ça va pas être possible qu'on continue, je ne veux pas vous faire perdre votre temps, je ne veux pas perdre le mien non plus. J'ai vu qu'il y avait ça, vous m'aviez pas parlé de la toiture, ou alors vous m'aviez dit que la toiture elle était correcte, mais finalement, regardez dans quel état elle est, moi ça va pas être viable. Voilà, n'hésitez pas à couper court et à gagner du temps, et c'est pas grave, vous aurez appris, vous prenez un contact au pire, et voilà, et au mieux vous poursuivez la visite si tout se passe bien. Vérifiez lorsque vous entrez les parties communes, est-ce qu'il y a un rafraîchissement à prévoir, est-ce que c'est plutôt dans un état correct. Vérifiez, par exemple, s'il y a un ascenseur, ça m'est déjà arrivé qu'on m'annonce un ascenseur et que finalement il ne soit pas fonctionnel. Donc voilà, tous des petits détails techniques comme ça dans les commandes. Puis ensuite, vérifiez la même chose à l'intérieur des biens, la structure, l'état, est-ce que les murs sont sains, est-ce qu'il n'y a pas des moisissures, est-ce qu'il n'y a pas de l'humidité, de la condensation, est-ce qu'il n'y a pas pareil des fissures et des lézardes. Regardez l'état d'isolation, regardez l'état des sols, est-ce que les sols sont en bon état, est-ce que les sols ne sont pas un peu affaissés, ne sont pas finalement un peu concaves et vous auriez peut-être besoin de faire un ragréage par la suite, ce qui va vous coûter encore des frais travaux. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça à vérifier. Également tout ce qui est plomberie, électricité. Normalement tout ça c'est mentionné dans les diagnostics, mais voilà, notez bien chaque point, ce ne sera jamais des choses très importantes. Mais en tout cas, chaque détail que vous noterez, ça vous permettra d'avoir un pré-chiffrage travaux assez précis. Et ça vous permettrait de gagner tout simplement du temps et de l'énergie, à pas aller grappiller des informations que vous aurez manquées par la suite. Petite astuce pour tout ce qui est isolation au niveau des huisseries, vérifiez bien le nombre de fenêtres à remplacer, de porte-fenêtres, de portes. Et vous pourrez comme ça avoir un chiffrage à peu près exact. Si vous avez des fenêtres de telle ou telle taille, combien vous en avez, ça vous permettra d'avoir déjà sur ce point d'avoir un premier montant plutôt précis de ce que vous allez avoir à mettre sur la table ou emprunter pour pouvoir faire vos rénovations. Vérifiez si le tableau électrique est récent, s'il y a besoin de tout refaire, quel type de chauffage c'est également. Privilégiez l'électrique, mais maintenant, moi j'ai des appartements qui fonctionnent encore au gaz et ça peut tout à fait se faire sans encombre. Mais voilà, si vous avez plusieurs lots pour la pérennité, pour la tranquillité d'esprit, privilégiez des modes de consommation simples et peu coûteux. Déjà, ça va attirer des locataires de meilleure qualité, peut-être avec plus de fonds en tout cas qui vont pouvoir se permettre de payer des charges plus importantes sans devoir être trop regardant sur leur consommation. Pareil, s'il y a des grosses copros, regardez tout ce qui est chauffage collectif, voir si ça ne coûte pas des sommes exorbitantes qui vont impacter directement votre rendement derrière. Ensuite, une fois que vous aurez pris en compte tous ces points de détail, regardez si vous avez besoin soit de ne faire aucun travaux, soit de faire un rafraîchissement, soit de rénover, peut-être si vous avez plusieurs lots à visiter, un seul appartement, pas les autres, ou ci ou ça dans tel ou tel appartement. Est-ce que ça va être une rénovation partielle, une rénovation lourde des biens et comme ça, voilà, une fois que vous serez chez vous, vous rentrez, vous posez et vous budgétisez de manière à peu près optimale combien vous allez devoir mettre et combien de temps ça va vous prendre. Alors n'hésitez pas à faire appel à un artisan aussi, soit pour vous accompagner dans vos visites, soit pour faire des contre-visites par la suite. Mais voilà, en tout cas, les travaux de rénovation devront être forcément validés par un artisan. C'est très bien d'avoir des devis en amont qui vous sont fournis ou par le vendeur ou par l'agent immobilier. N'hésitez pas à envoyer ce devis pour avoir des comparatifs à d'autres artisans, parce que selon, si vous allez avoir des artisans tout corps d'état, c'est-à-dire des artisans qui sont en mesure de réaliser tous les travaux eux-mêmes, ou qui ont des équipes de sous-traitance pour faire tous les corps de métier, ou si vous avez plutôt des artisans qui vont être spécialisés dans tel ou tel domaine, un plaquiste, un carreleur, un chauffagiste, un peintre, un électricien, un plombier, etc. Ça ne va pas être le même coût. Donc faites bien vérifier tous ces points parce que d'un devis à l'autre, vous pouvez économiser plusieurs milliers, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros selon la taille et l'ampleur de votre chantier. Donc toutes ces données récoltées, elles vont vous permettre de chiffrer un premier coût de travaux. N'hésitez pas non plus à vous servir de l'IA pour pouvoir avoir un chiffrage. Selon tous les points que vous aurez notés, vous lui balancez votre fiche informative, vous lui dites faites-moi un devis estimatif. Et bien sûr, faites-le valider derrière par un artisan parce que l'IA n'est pas non plus la meilleure pour pouvoir chiffrer les travaux.
bien qu'il en existe, mais encore une fois, c'est un coût et je ne vous le conseille pas dans un premier temps. Une fois que vous aurez pris en compte tout ça, ben, vous allez déterminer les points forts, les points faibles de votre bien. Qu'est-ce qui vous permet de vous dire c'est un bon investissement? Qu'est-ce qui peut être un frein pour vous par rapport à votre stratégie? Et puis finalement, voilà, par rapport à la faisabilité financière et technique, est-ce que ça rentre dans les clous? Est-ce que vous savez que vous allez pouvoir l'optimiser de telle ou telle manière pour faire en sorte que ça soit finançable? Et ensuite, prenez une décision finale. Est-ce que vous allez faire une offre au prix? Donc généralement, les offres au prix, ça survient sur, soit sur des biens qui sont vraiment des grosses opportunités, des coups de fusil comme on dit, soit sur des biens avec un prix assez bas, quelques dizaines de milliers d'euros. Parfois même, n'allez pas manquer une opportunité d'acheter un bien pour 1000 ou 2000 euros de négo, hein. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait un bien qui me passe sous le nez pour 5000 euros de différence. J'achetais peut-être, je proposais 45 au lieu de 50, bah, finalement ça m'est passé sous le nez. Heureusement, il est revenu à la vente après. Mais voilà, n'hésitez même pas à proposer finalement un prix légèrement plus élevé. Si vous savez qu'il y a beaucoup de tension sur le bien, qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a beaucoup d'acheteurs potentiels, n'hésitez pas à proposer 1000, 2000 euros dessus, ou alors n'hésitez pas à faire une offre au prix mais avec des conditions plus avantageuses. On le verra dans une autre vidéo éventuellement. Donc voilà, est-ce que vous faites une offre au prix? Est-ce que vous faites une offre avec négociation? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui le justifie? Comment vous le justifiez? Ou alors tout simplement, est-ce que selon tout ce que vous avez vu, le bien ne correspond pas à vos attentes, ne correspond pas à vos objectifs, à votre stratégie? Et dans ce cas-là, encore une fois, abandonnez l'affaire, passez à un autre, vous en retrouverez d'autres, ne vous faites pas de soucis. C'est tout à fait normal de faire parfois plusieurs dizaines de visites avant de tomber sur le bon bien. Alors, si vous optimisez très bien la chose, normalement, vous ne devriez pas avoir tant de visites que ça. Moi, sur mon tout premier investissement, j'ai dû faire 10-15 visites avant de finalement me positionner sur un bien qui était finalement la 4 ou 5e visite que j'avais effectuée. Donc, comme quoi, j'avais juste pas le bon regard sur les choses, mais voilà, en revenant sur tout ce que j'avais vu, en me posant et en me servant justement d'outils comme ça, comme cette fiche, et j'ai pu déterminer que c'était le bon bien pour moi, selon tel ou tel critère que j'avais préalablement défini. Quelques questions essentielles à vous poser, donc on va les revoir, on en a déjà vu quelques-unes. La raison de la vente, bien sûr, succession, décès, divorce, un arbitrage patrimonial tout simplement, une mutation, etc., qui vont permettre de négocier de manière sereine et justifiable. Est-ce que le bien a déjà fait l'objet d'offres? Si oui, est-ce qu'elles ont abouti? Sinon, pourquoi? Quelles sont les raisons précises à ça? Encore une fois, ça va vous donner des cartes en main pour pouvoir négocier derrière et pouvoir comprendre les attentes du vendeur. Est-ce qu'il y a déjà des devis travaux qui ont été réalisés? Ça, c'est un gain de temps énorme. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire des devis comparatifs pour pouvoir économiser potentiellement plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Est-ce que le vendeur est flexible ou non sur ses prix et ses conditions? Ça peut être aussi, voilà, la négociation ne se fait pas que sur le prix. Il y a toutes les conditions aussi qui tournent autour. Il y a aussi l'empathie et l'humain qui rentrent beaucoup dans le processus de vente. Si vous comprenez le vendeur et si vous lui montrez que vous êtes vraiment là pour lui et pour son bien, entre guillemets, dans l'achat du bien, si par exemple c'est une succession et qu'il y a, voilà, si c'est un héritage familial et que c'est quelque chose auquel les vendeurs sont attachés, n'hésitez pas vraiment à comprendre leur situation, à comprendre ce qu'ils ont vécu dans ce bien, etc. Et ça vous permet d'attirer la sympathie du vendeur et de pouvoir mieux derrière négocier avec lui sans friction. Dans les copros, voilà, faites attention aux gros travaux, faites attention qu'il n'y ait pas des travaux qui aient déjà été votés partiellement, qui risquent d'impacter votre rentabilité. Et puis enfin, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, c'est toutes les contraintes, toutes les réglementations qui concernent une commune ou un secteur géographique. N'hésitez pas à les demander en mairie, à les demander au service de l'urbanisme directement. Bon, ça c'est dans le cadre d'opérations un peu plus poussées, de division, si vous avez besoin de refaire des ouvertures, des travaux lourds, vous avez besoin d'obtenir certaines autorisations, donc n'hésitez surtout pas à envoyer un mail et surtout à les rencontrer pour comprendre les attentes sur telle ou telle ville, tel ou tel secteur. Voilà. En tout cas, si cet outil vous intéresse, je vous invite à rejoindre mon canal WhatsApp en description. Je partagerai l'outil à n'importe quelle personne qui rejoint le canal. C'est 100% gratuit. Je le partage en toute transparence avec vous. Écoutez, on se rejoint là-bas. On se dit à la prochaine. Passez une très bonne journée. À bientôt.